J'ai vraiment un petit programme, tu vois, alors qu'en plus, ça a été galère de retrouver tous les tomes d'Harry Potter parce qu'ils étaient dispersés évidemment à tous les endroits. Enfin, le plus difficile, ça a été Harry Potter à l'école des sorciers, parce que je pense du coup que j'ai dû le relire et que je l'ai pas rangé avec les autres. Mais du coup, en cherchant les 7 tomes, je suis retombée sur mes autres séries, quoi. En retombant sur toutes ces sagas, j'étais en train de réfléchir à dans quel ordre j'allais lui confier, tu vois. Genre, faut pas que je lui donne le clan des Autori avant Artemis Fowl, ça n'aurait aucun sens. Ou genre que. Je sais pas trop si je le. Je sais pas trop si j'essaie de lui trouver un truc un peu dans la veine d'Harry Potter après Harry Potter pour pas trop la dépayser. Ou alors si je passe sur tout à fait autre chose pour. Pour pas qu'elle compare en mal. Mais il y a le choix hein, entre la détective. Ah oui, il y a la sœur de. Mais ça, c'est moins bien. Ça, c'est des livres jeunesse que j'ai lus quand j'étais déjà vachement dans la littérature jeunesse. Du coup, je commençais à être un peu, critique. Être une jeune critique littéraire des romans jeunesse où je me disais, bon, la petite sœur de Sherlock Holmes, c'est un bon concept, mais c'est pas. Non, du coup, Enola Holmes, ça, non, c'est pas une priorité. Je pense que je vais peut-être lui faire lire à la croisée des mondes. Peut-être que c'est un peu trop exigeant. Peut-être Artemis Fowl en fait. Artemis Fowl parce que il y a tout ce truc fantastique mais avec un truc très thriller, trépidant. C'est un mix entre... Enfin, c'est pas du tout un mix entre Alex Rider et Harry Potter, hein, genre absolument pas, mais tu vois, il y a le côté espionnage, un peu action et tout, infiltration, et le côté monde fantastique, souterrain et magique, bref. Non, ça c'est une bonne question, le programme que je vais lui faire suivre. Ça va être décisif, hein. Faut pas que je me loupe. Ça se trouve, comme elle a un truc un peu obsessionnel, ma petite sœur, ça se trouve, genre, elle va tellement être passionnée par Harry Potter que si après je lui donne un truc qui, qui, qui lui plaît pas, elle va décider d'arrêter là, c'est de l'expérience, quoi. Toi, de ton côté, ça s'était passé comment? Parce que c'était ta mère qui t'avait offert les Harry Potter. Mm. Et ensuite, comment ça s'était enchaîné? C'était toi qui avais fait la demande de certains types de livres? Je sais C'était, plus du tout. Je sais plus du tout, je sais juste que je passais énormément de temps à la médiathèque et que je cherchais des séries, genre des sagas. Je voulais pas lire des romans, un truc, hop, tu lis le roman, après c'est fini. Non, mais à quoi ça sert, franchement? Non, j'ai vraiment un truc addictif, quoi. Où genre, j'allais à la bibliothèque et je cherchais tu sais, les livres qui avaient la même tranche pour être sûr que j'en ai. Et je pense que c'était ça mon critère au début. Genre, je prenais les séries où il y avait le plus. Qui prenaient le plus de place sur l'étagère. mais t'as l'air assez confiante. Non, mais c'est exaltant, surtout de faire une expérience comme ça et de se rendre compte que ça marche, c'est gratifiant. Là, je suis un peu excitée, tu vois. Je vais la retrouver et ça se trouve, elle en sera au chapitre 32. Waouh. Donc j'ai eu cette première rencontre avec la lecture via la littérature jeunesse, où j'étais dans une frénésie de lecture jusqu'à, je sais pas fin collège, je pense mi-collège. Ça m'a quitté assez vite, malheureusement. Et après, grosse traversée du désert, lycée, je lisais parce que je savais qu'il fallait que je lise des classiques, mais j'arrivais pas à me mettre dedans, donc je lisais pas. Et prépa, pareil. Enfin, j'adorais. En fait, prépa, c'était marrant parce que j'ai découvert un plaisir conceptuel, quoi, de la littérature. Genre, je lisais pas, mais j'adorais l'analyse quand faisaient mes profs et décortiquer le texte. Je trouvais ça passionnant, mais j'arrivais pas à me plonger dans un livre et à accorder le temps et l'attention que j'accordais à la lecture quand j'étais ado, quoi. Enfin, quand j'étais enfant, ado. Et ça m'est revenu via l'insomnie. Parce que je me suis mise à faire beaucoup d'insomnie et c'était un peu désespérant parce qu'il n'y avait rien qui marchait. Tu vois, j'ai essayé la SMR, j'ai essayé la lecture, tu sais, les livres audio, ou non, les podcasts et tout, enfin, et ça marchait pas. Et en fait, j'ai recommencé à lire. Et je me suis rendu compte que ce que tu disais sur... bon, c'est bête, hein, c'est une tarte à la crème, mais le sens, le fait de donner du sens, et bah du coup, il y a un truc dans l'insomnie qui est terrible, c'est que t'as l'impression que au fil des heures, quoi, au fur et à mesure que tu perds un peu le sens des réalités et que les oiseaux, tu sais, les oiseaux qui se mettent à gazouiller, genre vers 4-5 heures du matin, t'as l'impression qu'ils sont hostiles, tu sais, genre qu'ils ont un truc... Enfin, je sais pas, tu le vis hyper mal, quoi. Moi, le moment où les oiseaux se mettent à chanter, c'est terrible parce que je me dis, putain, ma nuit est foutue, quoi. Je vais plus pouvoir m'endormir, et bref. Et bah,
et bah, tu te mets à tout remettre en question et à tout reconsidérer à la lueur de cette espèce de fébrilité que t'as quand tu dors pas au milieu de la nuit. Et bah, le fait de lire et de te plonger dans une œuvre qui a été conçue par quelqu'un pour aller quelque part, au contraire de ta nuit qui va nulle part, bah ouais, ça, ouais, ça sauve, quoi. C'est vraiment un truc. C'est vraiment c'est vraiment un médicament, quoi. Un truc. Ça marche beaucoup mieux que les somnifères qui, sur moi, marchent pas du tout parce que je panique totalement. Parce que j'aime pas perdre le contrôle de mon corps et du coup, quand je me sens partir, en fait, je panique. Genre vraiment grosse panique. J'ai l'impression que je vais mourir, que je. Donc, mauvais bail. Alors que la lecture, mais ça peut pas être n'importe quoi. Faut pas que ce soit utile, en fait. Il y a un moment où, quand j'ai compris que la lecture me permettait de dormir, je me suis dit, bah tiens, autant rentabiliser mes heures d'insomnie en lisant ces livres que je dois lire pour le boulot, toi, mes recherches de scénario et tout. Mais en fait, ça marche pas parce que tu t'oublies plus quand tu lis un truc dans un objectif précis. Déjà, ton cerveau turbine à toute allure et en plus, t'as pas cette espèce d'attention flottante que t'as quand tu te laisses porter par un livre, quoi. Donc il faut que ce soit un livre suffisamment passionnant pour te faire oublier que tu manques de sommeil et que tu vas probablement être dans un sale état demain. Mais il faut pas que ce soit non plus trop stimulant, enfin faut pas trop que ça te sollicite intellectuellement parce que sinon tu vas pas te laisser tu vas jamais arriver à cet état, tu sais, un peu de bulle où tu te laisses porter, quoi. Ben, c'est étonnant parce que du coup, tu retrouves dans l'insomnie ce que tu veux léguer aussi à ta petite sœur quelque part. Parce que toi, ce que tu cherches à retrouver dans ta lecture de roman jeunesse dans l'insomnie, c'est cette idée d'un sens, cette idée un peu de confort, mais aussi de découverte, d'ouvrir l'imaginaire sans que ça remette tout en question. Et pour ta petite sœur, ce que tu lui souhaites à travers la lecture, c'est l'idée de s'ouvrir un imaginaire, d'échapper au monde potentiellement angoissant qu'elle traverse, et d'avoir accès à ce monde-là. Mais du coup, il y a la volonté de faire un leg non pas d'adulte à enfant, mais d'adulte à adulte, dans le sens où potentiellement l'insomnie va la suivre Oui, longtemps. oui, oui. Oui, bah c'est vraiment. En plus, j'ai complètement occulté ce paramètre, mais c'est pour ça que je voulais lui. C'est pour ça que j'ai que j'ai sorti l'artillerie lourde avec Harry Potter à la base, en fait. C'est parce qu'elle fait des insomnies, des grosses insomnies, parce qu'elle angoisse, parce qu'elle cauchemarde, parce qu'elle pense à la mort, à la séparation de ses parents, parce qu'elle fait des cauchemars de sa mère dans des camisoles de force. Je me rappelais jamais de mes rêves. Je me rappelais toujours des cauchemars et j'avais l'impression d'en faire un par semaine. Mais aussi parce que elle a, elle a, elle a un rapport. Enfin, elle est complètement dépendante des écrans et des histoires, tu sais, qu'elle met sur son enceinte et tout. Elle a besoin d'un bruit de fond pour s'endormir. Elle a besoin de remplir au maximum l'espace, quoi, à la fois en images et en son. Et elle est incapable de s'endormir sans. Et, et en fait, bon, bah, tout bêtement, la lumière bleue de la tablette, c'est très très mauvais pour l'endormissement. Donc je voulais qu'elle ait un. Je voulais substituer à cette fiction qui en fait physiquement attaque son sommeil par un autre univers de fiction qui soit propice à l'endormissement, quoi. Donc c'était à la base c'était pour ça, c'était pour l'aider à s'endormir. Puis il y a aussi dans cette idée de contrôle que tu disais par rapport à toi, par rapport aux médicaments. Finalement, quand tu lis en insomnie et que t'en viens à t'endormir éventuellement, c'est comme si tu t'endormais toi-même. J'ai l'impression qu'il y a moins recours à quelque chose d'extérieur. On s'endort Ouais, avec ce pronom réfléchi, quoi. C'est nous qui nous endormons grâce à nous-mêmes. Il y a aussi cette idée ouais, on se peut-être, berce, quoi. ouais, de retrouver un peu d'autonomie, de contrôle sur soi, quand il y a justement un monde extérieur qui semble nous déposséder un peu. Non, t'as totalement raison, c'est un truc de laisser sa conscience, j'allais dire s'éteindre, le truc horrible, laisser sa conscience s'éteindre. Non, mais laisser sa. La conscience au sens d'être éveillé, quoi. Oui, ouais, ouais.
Alors qu'au contraire, les somnifères, c'est un truc que tu te prends en pleine face et t'es censé lâcher prise. Et quand t'arrives pas à lâcher prise d'habitude, tu te mets pas à lâcher prise parce que t'as un... Bah si, c'est un peu violent, quoi. Puis je me disais aussi... j'ai l'impression qu'au niveau des rêves, j'ai l'impression que la lecture infuse plus les rêves que les films et les séries, tu vois. J'ai plus souvent rêvé d'univers fictionnels qui étaient genre des espèces de reconstitutions de mes lectures et un gloubi-boulga de plein de références collées ensemble et tout, que de films. En fait, je me demande si elle rêve, tu vois, tous les dessins animés qu'elle consomme. En plus, c'est vraiment le mot, quoi. Parce qu'elle elle les regarde pas, quoi. Elle les consomme à la pelle. Est-ce que ça occupe ses rêves, quoi? Je crois pas. Et je me disais, avec ces cauchemars horribles qu'elle fait de sa mère et tout, bah peut-être gagner du terrain sur ça par Harry Potter, pourquoi pas. Bon, après il y a des trucs un peu glauques dans Harry Potter, Mais il y a un travail très étrange de l'imaginaire appliqué à la lecture. Moi je trouve c'est toujours très vif, très puissant, les souvenirs, comment on a projeté le livre dans notre imaginaire. Et pourtant, ça reste très flottant, parce que quand on lit un bouquin, il y a des choses qu'on ne cherche pas à imaginer, sur lesquelles on passe très vite. Et il y a des choses qui sont très précises, mais qui... un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, sur la difficulté que tu avais à sortir des pensées en phrases. Tout ce côté-là de l'ineffable, avec l'imaginaire du livre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Où c'est presque comme si c'était des projections à demi-conscientes qui s'imprimaient peut-être plus dans notre inconscient ou dans un truc flottant qui n'est pas soumis aux règles de l'expression. Il y a aussi ce travail-là qui est à l'œuvre. Je suis sûr qu'on a tous imaginé des toiles de peinture incroyables qu'on serait incapable de retranscrire en vrai. Et le fait de tapisser notre imaginaire de ces choses-là qui ne cherchent pas à être exprimées, je pense que c'est aussi ça que ça permet à la lecture. Et par rapport au rêve, du coup, de le peupler de choses différentes que celles qui nous sont imposées. Parce que même un Zelda, même un dessin animé ou une œuvre qui appellerait beaucoup à l'imaginaire, j'en sais rien, même Voyage de Chihiro, des trucs comme ça, ça reste toujours imposé. C'est pas nous. Ça nous appartient pas. Non, mais c'est évident, il y a un truc un réseau de symboles que t'as pas conscience d'assimiler sur le moment, mais qui reviennent ensuite peupler pas seulement tes rêves, quoi, même tes pensées éveillées et des associations que tu fais, et parce que ça passe par les mots, enfin l'idée, quoi, plus que l'image. Et du coup, putain, c'est con, c'est vraiment... c'est vraiment des poncifs, là. Oui, mais en même temps, il y a plein de trucs qu'on imagine moins. Est-ce qu'on a des goûts à la lecture? Est-ce qu'on a dû toucher à la lecture? Est-ce que c'est des choses qui arrivent de cette manière-là? Pourtant, on en voit, on lit des trucs de banquet, on peut peut-être saliver de certaines nourritures. Quand tu vois le banquet dans Harry Potter, tu peux te dire « Ah, génial » et tout, et en même temps... Mais ça vient a posteriori, généralement. Enfin, quand tu lis, t'es dans... Tu te colles au rythme de la lecture, donc tu passes d'une ligne à l'autre, ton regard, il fait ça, et c'est quand on va se retrouver face à un poulet qu'on va dire « Ah, ça me fait penser... » Que tu vas convoquer en vrac, et dans le désordre des idées que tu as pu aligner sagement pendant la lecture, et qui là reviennent complètement réagencées complètement différemment, quoi. La lecture provoque un peu de la matière à faire des déjà-vus. Ouais. Dans quelques mois pour avoir le suivi, quelques mois, peut-être des années, j'en sais rien, quand ça te semblera pertinent. Tu viendras nous reparler de Jeanne. Ou à jamais, hein, si c'est un échec. Si c'est un échec, je serais très intéressé d'avoir ton... Attends, j'espère que ça va pas être un échec. On saura dans le prochain épisode.